Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ dans la ville d'Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand et située dans le delta du Nil. Cléopâtre était une reine importante de l'Égypte ancienne et son nom est toujours d'actualité. Elle est l'une des femmes les plus connues de l'histoire de l'humanité. Tout au long de sa vie, elle s'est distinguée comme une stratège déterminée, très intelligente, rusée et détentrice d'une fortune gigantesque. Le philosophe grec Plutarque a écrit à son sujet ce qui suit. Le contact avec sa présence, si nous vivions avec elle, était irrésistible. La souveraine égyptienne a fasciné de nombreuses personnes à son époque. Aujourd'hui encore, elle continue d'en enchanter plus d'un. La trajectoire de sa vie est encore largement étudiée, recherchée et débattue. Une grande partie de ce que nous savons sur cette remarquable et troublante souveraine égyptienne nous est parvenue grâce aux travaux d'historiens tels que Dion Cassius, Plutarque, Tacite et Suétone, entre autres auteurs. Pour comprendre sa grandeur, il convient de rappeler quelques faits intéressants. Dans un temple dédié à la déesse Vénus, à la demande du dirigeant romain Jules César, qui était l'amant de Cléopâtre, une statue en or de la reine égyptienne fut érigée. Des documents attestent que ce monument fut vu et vénéré sur le site au moins jusqu'au IIe siècle de notre ère. Curieusement, Cléopâtre était même vénérée comme une véritable déesse, plus précisément comme une nouvelle déesse Isis, l'une des divinités les plus importantes de l'Égypte ancienne. Elle fut également identifiée à Aphrodite, déesse grecque dont les attributs sont similaires à ceux d'Isis. Cléopâtre avait également une intelligence raffinée. Elle reçut une éducation remarquable. Avec les autres enfants de la royauté, elle fut éduquée dans le palais où elle vivait. Cléopâtre était capable de parler 7 ou 8 langues, ce qui facilitait grandement ses accords et ses stratagèmes politiques. Elle aurait été la première personne de sa famille à parler la langue égyptienne sans interprète. En outre, elle réussit à étudier la philosophie et la rhétorique. Dès son plus jeune âge, elle a appris l'art oratoire qu'elle savait utiliser de manière très intelligente en parlant avec une posture correcte, des gestes appropriés et une voix douce. Ses capacités d'argumentation étaient extrêmement cohérentes et profondes. Elle a toujours fait preuve d'une grande connaissance et d'un raisonnement logique. Elle avait encore une grande sagesse littéraire. Elle était amoureuse de l'Iliade et de l'Odyssée, deux œuvres classiques d'Homère. Cléopâtre en connaissait et en récitait certains passages par cœur. La souveraine égyptienne avait également de grandes connaissances en géométrie et en arithmétique. C'était une femme spéciale et fascinante. En ce qui concerne ses vastes connaissances, il convient de rappeler que Cléopâtre vivait à Alexandrie, un centre culturel de l'Antiquité, avec la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, riche de nombreux ouvrages littéraires, dans une structure sans précédent. Ces circonstances locales ont joué un rôle très important dans la formation culturelle de la souveraine égyptienne. Ses exploits ont fait d'elle l'amante de deux des plus célèbres généraux romains de son époque, Jules César et Marc-Antoine. Comme c'est souvent le cas pour les personnages historiques, de nombreuses informations sur la vie de cette femme remarquable ont été déformées au fil du temps. Aujourd'hui, on trouve l'image de Cléopâtre estampillée sur les objets les plus divers et son nom est connu de nombreuses personnes, sans que tout le monde sache ce qu'elle était en réalité. En effet, ces représentations physiques de la figure de la reine consistent généralement en l'un des nombreux points déformés de son histoire. En ce qui concerne l'apparence de la reine, Plutarque a écrit les mots suivants. Elle n'était pas si unique qu'on ne puisse la comparer ou qu'on ne puisse la regarder sans être touché. Nous pouvons également nous faire une idée de son physique grâce à diverses pièces de monnaie créées et mises en circulation à l'époque où vivait Cléopâtre. Ces objets sont les sources les plus fiables pour imaginer son apparence. Il existe également des bustes sculptés au fil du temps qui représenteraient la reine. Lorsque l'on voit les pièces, on remarque la saillie du nez et du menton. Le philosophe Pascal a d'ailleurs écrit « Si le nez de Cléopâtre avait été plus petit, toute la face du monde aurait été différente ». En tenant compte de cette phrase comique et en remarquant les traits que la puissante égyptienne présente sur les pièces de monnaie, nous pouvons conclure qu'elle n'était peut-être pas aussi extraordinairement belle que le cinéma nous l'a montré. Mais une chose est sûre, ses conquêtes et sa façon d'être dépassent toutes les représentations hollywoodiennes. Voyons maintenant pourquoi. Cléopâtre appartenait à la dynastie des Ptolémées, qui est restée au pouvoir pendant 3 longs siècles. Leur règne fut marqué par de nombreux mariages et meurtres parmi les membres de la famille. Cette imposante dynastie est née après la mort du puissant Alexandre le Grand, roi de Macédoine. À sa mort, son empire fut divisé entre ses généraux. Un ancêtre de Cléopâtre, Ptolémée Ier Sotère, était parmi eux. Il a initié la dynastie ptoléméenne.
Après avoir commencé à gouverner la magnifique ville d'Alexandrie, un centre culturel inégalé de l'Égypte ancienne. Au vu de cet arbre généalogique, il est important de rappeler que la puissante Cléopâtre dont il est question dans cette vidéo est Cléopâtre VII. 6 autres Cléopâtres l'ont précédée dans sa lignée familiale. À Alexandrie, la reine vivait dans un palais luxueux, plein de richesses et d'ornements magnifiques. L'endroit était immense et spacieux, avec plus de 100 pièces et un paysage extérieur époustouflant. Il y avait des jardins à couper le souffle, décorés de belles statues et de fontaines. Ce fantastique palais fut constamment agrandi, avec les générations successives de personnages ptoléméens. Le site devint le palais le plus luxueux de la Méditerranée. Cléopâtre, fille de Ptolémée XII, grandit dans cette réalité. Elle avait 2 sœurs, Bérénice IV et Arsinoé IV, et 2 frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. À la mort de sa mère, Bérénice IV s'installa au pouvoir. Mais son règne fut de courte durée et la jeune femme fut tuée par son propre père. Il est important de souligner à nouveau que la lignée des Ptolémées a pour caractéristique principale les meurtres. Plus tard, Arsinoé IV fut exilé par Jules César, puis exécuté par Marc-Antoine à la demande de sa propre sœur Cléopâtre. Le sort de Ptolémée XIV ne fut pas différent. Cléopâtre commença à régner sur l'Égypte à l'âge de 17 ans, après la mort de son père. Selon la tradition, elle épousa le frère de ce dernier, Ptolémée XIII, qui n'avait alors que 13 ans. Quelque temps après que Cléopâtre devienne reine d'Égypte, son frère et époux Ptolémée XIII commença à vouloir gouverner le pays sans l'intervention de sa sœur. Pothinus, Achillas et Théodotus de Chios, 3 importants conseillers du jeune roi, se rallièrent à cette idée pour persuader le jeune homme de rompre avec Cléopâtre et de l'écarter du pouvoir. La reine, au cours de son gouvernement, voulut maintenir des liens politiques avec l'Italie pour mettre en valeur ses talents de stratège. Son objectif était de renforcer l'amitié avec les Romains, qui pourraient être des alliés importants en cas de guerre civile en Égypte. Son principal allié sera le général Pompéi, chef d'une des familles romaines les plus traditionnelles. Ces manœuvres diplomatiques valurent à Cléopâtre d'être accusée de trahison pour avoir trompé son frère. À l'âge de 21 ans, la jeune souveraine fut contrainte de quitter Alexandrie et s'exila en Syrie où elle rassembla une armée. Le jeune roi égyptien et ses 3 conseillers décidèrent de partir à la recherche de la reine afin d'empêcher à tout prix son retour à Alexandrie. Mais au cours de leur recherche, ils apprirent une nouvelle inattendue. Pompéi, qui rivalisait avec le grand Jules César, était en route pour les terres égyptiennes. Il pensait être accueilli par le pharaon lui-même, car il avait été un grand ami de son père. Pompéi le Grand était un général très habile. Tout au long de sa vie, il réussit à conquérir d'innombrables nations en Afrique, en Asie et en Europe. Après une défaite en Grèce contre son ennemi Jules César, Pompéi, effrayé, s'enfuit en Égypte à la recherche d'un refuge. Un conflit divisa l'Empire romain entre Pompéi et Jules César. Ce conflit est connu sous le nom de guerre civile de César. En apprenant que Pompéi avait l'intention de débarquer dans le pays, les partisans égyptiens réfléchirent. Aider la vieille connaissance de Pompéi était un risque, car cela pouvait être interprété comme une déclaration de guerre à Jules César, qui commandait une machine de guerre très puissante. De plus, Ptolémée et ses alliés pensaient que Pompéi pourrait aider Cléopâtre à retrouver sa place dans la royauté et qu'il fallait éviter les ennuis. Mais Pompéi avait été un grand ami du père du couple qui gouvernait l'Égypte. Par conséquent, s'il ne l'aidait pas, il pouvait rompre les liens avec le pays, faisant de l'Égypte un ennemi de Rome. Théodote et les 2 autres conseillers, Achillas et Pothinus, réfléchissaient à la question. La décision était difficile à prendre et les conséquences risquaient d'être périlleuses. Mais finalement, alors que les 3 conseillers s'efforçaient de trouver une solution, Théodote, avec un sourire, regarda ses compagnons et dit « Les morts ne mordent pas ». Le choix était fait, rompre avec Pompéi et s'allier à Jules César. En s'approchant d'Alexandrie, Pompéi sentait qu'il était bien accueilli par les Égyptiens. Mais un piège était déjà tendu aux Romains, faisant croire qu'ils l'accueilleront à l'amiable. Dès son arrivée sur le sol égyptien, Pompéi fut brutalement décapité. Quelques jours plus tard, Jules César arriva à Alexandrie à la recherche de son adversaire. Les Égyptiens lui présentèrent la tête de Pompéi et César se dit choqué par la violence du geste. Bien qu'il soit son ennemi, César respectait Pompéi. Sur ordre de César, le conseiller de Ptolémée fut exécuté. César, avec son armée, rejoignit le palais royal, où il s'installa et s'informa qu'il souhaitait voir le roi et la reine. Il est important de rappeler que Ptolémée XVIII était prêt à affronter l'armée de sa sœur. Lorsqu'il fut informé de l'arrivée de Jules César, il se dirigea vers son palais. Et Cléopâtre,
Comment revenir si elle a abandonné Alexandrie et si son frère et ses fidèles gardiens veulent l'éloigner de la ville? Elle était en danger et savait qu'elle ne pouvait pas être vue. C'est alors que la reine eut une idée peu banale. Afin de rencontrer Jules César, elle élabore un plan et pour le mettre en œuvre, se fait aider par un fournisseur sicilien du nom d'Apollodore. Ils montèrent dans un bateau où la reine était cachée et naviguèrent sur le Nil pendant 8 jours. Lorsqu'ils s'approchèrent d'Alexandrie, Cléopâtre, toujours avec l'aide d'Apollodore, entra dans un sac fait de papyrus. Le complice de la reine attacha le grand sac avec une corde de cuir et entra prudemment dans le palais, laissant le sac dans la chambre de César. On ne sait pas exactement quelle fut la réaction du Romain lorsqu'il découvrit Cléopâtre, mais l'Égyptienne le conquit immédiatement. Avec César à ses côtés, tout serait plus facile. L'occasion de se débarrasser de son frère et de gouverner selon ses intérêts était enfin à sa portée. Après l'assassinat de Pompéi, Jules César eut une opinion très négative de Ptolémée. Cléopâtre utilisa la mort de son ancien allié à son avantage. La reine réussit à convaincre César qu'elle était la personne idéale pour monter sur le trône d'Égypte. La reine d'Égypte et Jules César nouèrent une relation amoureuse. La décision de César de soutenir Cléopâtre irrita Ptolémée, qui déclara la guerre à Jules César. En infériorité numérique, le général romain choisit une position défensive. Cet événement est connu sous le nom de siège d'Alexandrie. César et ses hommes se battirent avec acharnement pour défendre leur position, en attendant des renforts. À l'arrivée de ses alliés, César réussit à vaincre l'armée de Ptolémée lors de la bataille du Nil. Le jeune pharaon se noya dans le fleuve. Avec Jules César, la reine eut un fils nommé Ptolémée César, historiquement et populairement connu sous le nom de Césarion. Le soutien de César fut crucial pour la consolidation du pouvoir de Cléopâtre en Égypte. Le général romain retourna à Rome et Cléopâtre régna sur l'Égypte. Tout semblait se dérouler comme prévu, mais un énorme retournement de situation allait se produire. Cléopâtre avait consolidé son pouvoir sur le trône d'Égypte et sous son administration, l'Égypte prospérait et la ville d'Alexandrie connaissait un essor culturel financé par la reine. Cléopâtre organisa une expédition à Rome. Dans la ville, elle séjourna dans la demeure de Jules César. La reine égyptienne emmena dans le voyage son fils Césarion, fruit de son union avec le général romain. Jules César était au sommet de sa puissance et, en tant que chef de la nation, il entreprit plusieurs réformes politiques et sociales. Il organisa également un triomphe en son honneur. Le défilé de César fut marqué par la présence d'Arsinoé, la sœur de Cléopâtre, exposée comme prisonnière, symbole de la victoire de Rome sur les Égyptiens. César présenta la ville à la reine égyptienne, mais à l'époque, Rome n'avait pas encore la gloire qui l'a fait entrer dans l'histoire. Elle ne pouvait pas être comparée à Alexandrie, la capitale de l'Égypte ptolémaïque. La relation de César avec une étrangère était mal vue par l'élite romaine. De nombreuses rumeurs et mensonges circulaient sur le couple. César fut nommé dictateur à perpétuité et disposait d'un pouvoir sans égal. Les sénateurs romains n'avaient plus beaucoup d'influence et craignaient de perdre le pouvoir qu'il leur restait. Ils conspirèrent donc contre la vie de César. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César fut assassiné par des politiciens romains lors d'une séance du Sénat. Le chaos envahit Rome. Le général Marc-Antoine, bras droit de César, poursuivit les conspirateurs. Sur une place publique, il lit le testament de César où son fils avec Cléopâtre ne figurait pas parmi les héritiers. Dans son testament, César désigna son neveu Octave comme son successeur. Rome ne constituant plus un lieu sûr pour la reine égyptienne, celle-ci retourna dans son royaume. Pendant ce temps, Octave et Marc-Antoine dirigeaient leur armée dans la persécution des hommes qui avaient trahi César. Cléopâtre et Marc-Antoine se sont retrouvés de façon remarquable. En l'an 41, il envoya un messager à Alexandrie. Par l'intermédiaire de cet homme, il convoqua la reine pour une rencontre à Tarse, une ville située dans l'actuelle Turquie. La reine d'Égypte arriva à l'endroit convenu dans un bateau éblouissant. La poupe du navire était en or, les rames étaient en argent et les voiles étaient pourpres. La navigation était accompagnée de musique. On jouait du fifre, de la lyre et de la flûte. La reine, belle et ornée, était rafraîchie par ses serviteurs et le bateau dégageait une odeur merveilleuse. Toute la population quitta ses occupations pour suivre l'arrivée triomphale de Cléopâtre. Marc-Antoine tomba immédiatement amoureux d'elle. Toujours en 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre invita le puissant Marc-Antoine à visiter Alexandrie. Cependant, après avoir passé un certain temps dans la ville égyptienne et s'être lié avec la reine, le Romain repartit et les deux hommes continuèrent à échanger de la correspondance. Le couple ne se rencontra à nouveau qu'après une longue période.
Mais avant ces retrouvailles, un événement se produisit. En 40 avant Jésus-Christ, Cléopâtre donna naissance à des jumeaux, reconnus par Marc-Antoine lui-même comme leurs héritiers. Les enfants furent appelés Hélios, d'origine grecque, qui signifie soleil, et Séléné, qui signifie lune. Pendant l'absence du soldat romain, séparé de la reine égyptienne, il reprit même sa relation avec son épouse Fulvia à Rome, sans toutefois pouvoir oublier Cléopâtre. Fulvia finit par mourir, ce qui facilita peut-être les choses et permit à Marc-Antoine de rejoindre enfin Cléopâtre. Mais Octave, le neveu de Jules César, ne voulait pas que cela se produise. Il proposa à sa sœur Octavie d'épouser le général romain. C'est ce qui se passa et ils eurent 3 enfants en 2 ans. Après la mort de César, Marc-Antoine devint consul général. Plus tard, son pouvoir fut divisé entre lui, Octave et Lépide, une association politique connue sous le nom de Second Triumvirat. Lépide se retira de la vie politique, ce qui entraîna un conflit entre Octave et Marc-Antoine. Le pouvoir à Octave fut divisé entre les deux. Le neveu de César régnait sur l'ouest, tandis que Marc-Antoine gérait les provinces de l'est. Bien qu'ils soient mariés et même contre la volonté d'Octave, l'idylle entre Marc-Antoine et Cléopâtre n'était pas terminée. Ils se retrouvèrent dans la ville d'Antioche où ils officialisèrent leur union. L'histoire d'amour entre les deux était florissante. À Alexandrie, ils semblaient tous deux amoureux. Le couple organisa de nombreuses fêtes et banquets au cours desquels ils affichèrent leur souveraineté. Cependant, le Romain fut contraint de quitter l'Égypte à la suite d'une attaque des Parthes en Syrie et en Asie mineure. Les habitants de l'Empire parthe de l'ancienne Perse. Octave réprouva cette union et fut frustré par la relation entre le Romain et le puissant Égyptien. Il le devait en partie à sa sœur Octavie, qui avait fini par être rejetée par Marc-Antoine, et aussi par crainte de perdre une partie de l'Empire romain au profit du couple. Une nouvelle guerre civile éclata à Rome entre les partisans de Marc-Antoine et les défenseurs d'Octave. La bataille d'Actium se déroula en 31 avant Jésus-Christ dans une région de Grèce où les deux camps s'affrontaient. Cléopâtre accompagna son mari alors qu'il se dirigeait vers cette longue bataille. Mais alors que la défaite de Marc-Antoine était déjà visible, elle retourna en Égypte annonçant discrètement un faux triomphe. Octave remporta une victoire décisive dans la bataille navale d'Actium et cette victoire marqua la fin de la République romaine et le début de la période impériale. Cependant, ses adversaires finirent par découvrir la vérité, tandis que Cléopâtre tentait de maintenir sa position et de conquérir des alliés. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour que Marc-Antoine et elle puissent se relever ensemble, mais celui-ci, après la défaite, ne fut plus le même. Octave dit qu'il pardonnerait à Cléopâtre si elle tuait son amant. Ignorant la proposition, la reine d'Égypte continua à tenter de motiver son mari, tout en essayant de découvrir, avec son médecin personnel, un poison indolore. La reine se préparait au pire. La fin de Marc-Antoine fut tragique. Alors que Cléopâtre tentait de fuir Octave et son armée, déjà arrivé à Alexandrie, le soldat romain reçut la nouvelle de la mort de sa maîtresse. Désespéré, il prit son épée et se blessa à la poitrine. Mais le coup porté était imprécis et Marc-Antoine ne mourut pas tout de suite. Alors qu'il saignait et souffrait de la douleur causée par le coup, il fut informé que Cléopâtre était toujours en vie et parvint à retrouver la reine égyptienne. Il rendit son dernier soupir dans les bras de sa maîtresse. Lorsqu'il rejoint sa moitié, Marc-Antoine avait déjà perdu beaucoup de sang et rien ne pouvait lui sauver la vie. Mais avant de mourir, dans les bras de sa bien-aimée Cléopâtre, il lui demanda de collaborer avec son adversaire Octave afin de se sauver elle-même. C'est à la suite de cette demande que le grand Romain Marc-Antoine mourut. Césarion, l'héritier de César, quelque temps plus tard fut également tué par Octave. À l'époque, lors des funérailles, il était courant que les femmes se blessent à coups de poing et de griffes, accompagnés de cris de douleur et de désespoir. C'est ce que fit Cléopâtre devant son défunt amant. Ses blessures ayant provoqué une infection, elle fut soignée sur ordre d'Octave. Mais la reine, ébranlée par la mort de son bien-aimé Marc-Antoine et effrayée par l'avenir, tenta de résister au traitement afin de pouvoir mourir. Mais Octave la terrorisa en menaçant ses enfants. Cléopâtre céda et, par amour pour ses héritiers, accepta le traitement adéquat jusqu'à ce qu'elle retrouve la santé. Cléopâtre eut, elle aussi, une fin marquante. Ce fut l'un des événements qui l'ont éternisée dans l'histoire. La reine d'Égypte ne réussit pas à échapper à son rival Octave, qui la fit arrêter à Alexandrie. Mais elle résista et ne se rendit pas à l'ennemi, subissant l'humiliation d'être prisonnière et otage de Rome. Une telle situation serait trop embarrassante pour une femme comme elle.
Quant à ses fils, Césarion fut assassiné, comme on le dit, et les autres furent emmenés à Rome pour être élevés par Octavie. Cléopâtre était constamment surveillée sur ordre d'Octave, car elle avait tenté de se suicider à 2 reprises après la mort de Marc-Antoine. Mais les plans d'Octave ne se déroulèrent pas comme prévu. La reine, toujours rusée, mit fin à ses jours. Auparavant, elle avait envoyé une lettre à Octave dans laquelle elle demandait à être enterrée à côté de son défunt mari. En ce qui concerne sa mort, certaines sources affirment qu'elle fut mordue volontairement par un serpent et qu'elle serait morte du poison. D'autres sources et érudits affirment que Cléopâtre a pris du poison. Compte tenu de ces incertitudes, sa fin est très controversée. Certaines sources affirment que le médecin personnel de Cléopâtre avait une grande connaissance des poisons. En outre, la reine fut toujours un stratège et une personne efficace. Il est fort probable qu'elle ait préparé sa mort à l'avance. Enfin, même si la version la plus célèbre est celle qui affirme que Cléopâtre est morte en étant délibérément mordue par un serpent, il est plus probable qu'elle ait ingéré un poison mortel qui n'a pas provoqué de malaise majeur au moment de sa mort. Elle a été retrouvée sur un canapé, vêtue de beaux vêtements. Les gens ont affirmé qu'elle avait une expression sereine. Elle est morte 9 jours après la mort de son amant. Ses funérailles furent solennelles et élégantes, dignes d'une reine égyptienne. Sa demande d'être enterrée à côté de Marc-Antoine fut respectée. Après la mort du puissant monarque, l'Égypte devient une province romaine. C'est la fin de l'hégémonie de la dynastie ptolémaïque en Égypte. L'histoire de Cléopâtre est fascinante. Nombreuses de ses ancêtres féminines furent d'importantes souveraines égyptiennes au même titre que leurs maris. Curieusement, les femmes égyptiennes jouissaient à l'époque d'une plus grande liberté que les femmes d'autres civilisations. Cléopâtre ne joua pas un rôle secondaire dans cette lignée de femmes souveraines et fut une figure de renom. Le parcours de sa vie fut particulièrement mouvementé et impressionnant à plus d'un titre. Tout d'abord, la lignée ptolémaïque, impressionnante par le nombre de meurtres parmi les membres de la famille elle-même. Cette habitude a d'ailleurs été héritée par Cléopâtre. Mais indépendamment de ces meurtres, le gouvernement ptolémaïque était très important pour l'Égypte. Cléopâtre exerçait de grandes responsabilités et a dû prendre des décisions importantes tout au long de sa vie en tant que souveraine de l'Égypte. Elle avait des admirateurs et des rivaux. Elle était habile, provocatrice et extrêmement influente. C'était une femme rare, spéciale et très déterminée. Elle eut toujours des stratégies pour atteindre tous ses objectifs. Cléopâtre émerveillait tout le monde grâce à ses grandes connaissances et à son intelligence différenciée. Le profil de la reine égyptienne, avec toutes ses qualités, lui a permis de conquérir 2 des personnages les plus légendaires de notre histoire, les puissants Jules César et Marc-Antoine. Au fil du temps, la figure de Cléopâtre fut souvent déformée et la femme égyptienne fut perçue avec préjugés. On a parfois l'impression que tout son parcours et ses conquêtes se résument à avoir séduit ces 2 Romains. Mais cette vision de la vie de la reine est réductrice, car elle eut de grandes réalisations politiques. Quoi qu'il en soit, la légendaire reine égyptienne est devenue une source d'inspiration pour certains des plus grands artistes de l'histoire. Parmi eux, le peintre Michel-Ange, William Shakespeare et même le poète brésilien Olavo Bilac. Entre leurs mains, la souveraine devint une illustre œuvre d'art. En découvrant son histoire, on se rend compte que ce n'est pas un hasard si Cléopâtre a fasciné tant de monde à son époque et continue de captiver tant de monde aujourd'hui.